Alors, on voit bien que le Hamas et le Fatah sont engagés depuis maintenant plusieurs mois dans un cycle de négociations, dans un cycle de tractations qui finalement peinent à aboutir, pour une série de raisons bien entendu. Mais je crois que le critère majeur à retenir, ou le critère initial à retenir, c'est celui qui relève du Fatah en tant que tel, à savoir que le Fatah est une formation qui s'est vue soutenue depuis maintenant près d'un an par un ensemble d'acteurs politiques, que ce soit les Israéliens, que ce soit les Américains, que ce soit même les pays de l'Union européenne de manière générale. Et à partir de là, le Fatah s'est dit, étant donné qu'on a un soutien tel, donc un soutien de la dite communauté internationale à quelques exceptions près, il nous faut absolument faire pression pour mettre en échec ou mettre en difficulté le Hamas et faire en sorte que l'on puisse avoir le pouvoir à nouveau. Mais ce qui s'est passé sur le terrain, c'est tout simplement que les Palestiniens, pour leur part, n'ont pas vraiment ou n'ont pas intégralement fait le jeu du Fatah. Et on voit qu'au contraire, on a une forme de division qui s'est imposée au sein de la société palestinienne, division qui n'est pas si évidente que ça au niveau de la bande de Gaza, puisque la bande de Gaza semble être majoritairement en phase avec le Hamas, mais par contre, au niveau de la Cisjordanie, on voit que les choses sont beaucoup plus tranchées. Mais il y a aussi des questions autres, telles que la gestion politique de manière générale au niveau local, ainsi que, ne l'oublions pas, la portée des relations avec Israël, qui est une question sur laquelle le Fatah fait très clairement la différence, puisqu'il est pour sa part en canaux ouverts vis-à-vis des dirigeants israéliens. Il est en processus politique ouvert vis-à-vis d'eux-mêmes. Donc à partir de là, je dirais que les dernières évolutions, et notamment celles auxquelles on a assisté à Dakar récemment, ont montré qu'il y avait un manque de consensus, un manque de perspectives communes au Fatah et au Hamas. Dans le même temps, si on se penche sur certaines des déclarations des uns et des autres, on voit que le Hamas est prêt à composé avec le Fatah, mais à certaines conditions, à savoir notamment le fait pour lui de garder un ascendant qui serait conforme à sa popularité et à sa consécration par les Palestiniens en janvier dernier, lors des élections législatives. Et quant au Fatah, il essaye pour sa part de ne pas paraître en position affaiblie vis-à-vis du Hamas. Pourquoi ? Parce qu'il se dit que de toute façon, les recours étrangers, israéliens, soient-ils américains ou européens de manière générale, sans oublier le cas de certains pays de la région, sont des recours qui pourraient lui servir et qui le rendent incontournable dans les évolutions actuelles. Mais dans le même temps, il ne faut pas tabler beaucoup, je crois, sur les perspectives présentes entre le Hamas et le Fatah. Je crois que, au moins pour l'année à venir, les uns et les autres vont continuer à essayer de tirer la couverture vers eux. Alors là où l'on voit qu'il y a eu une aberration dans la stratégie occidentale, entre guillemets, vis-à-vis des territoires palestiniens ou vis-à-vis du Hamas très précisément, c'est que, et là ce n'était en rien une surprise, mais on a vu que plus ces mêmes acteurs ont voulu être sévères vis-à-vis du Hamas, plus ils en sont venus à une situation dans laquelle ils punissaient le peuple palestinien comme tel, et plus ces Palestiniens eux-mêmes ont affiché un tropisme pro-Hamas bien plus puissant que leur tropisme pro-Fatah. Donc à partir de là, je crois que les effets ont été extrêmement négatifs, bien entendu, ce quand bien même les principaux donateurs de la scène ou des territoires palestiniens ont continué à garantir l'aboutissement de leurs flux financiers, même si par voie détournée, puisque finalement ils disaient « nous allons faire bénéficier l'autorité palestinienne représentée par le Fatah de ces mêmes fonds et non pas le Hamas comme tel ». Mais donc l'aboutissement ou la conséquence sur le terrain, ça a été une mise sous embargo supplémentaire de la société palestinienne dans son ensemble ou dans sa majorité. Et là, le blocage ou le blocus de Gaza comme tel est extrêmement parlant sur ce plan-là. Mais dans le même temps, la conséquence, ça a été également la possibilité pour le Hamas de rebondir sur cette donne-là en disant « Regardez, vous avez eu un scrutin démocratique, vous nous avez consacré en tant que formation, résultat, on vous coupe les vivres. Donc faites le choix. Soit vous allez crouler sous les conditions de pays majoritairement occidentaux, soit vous allez montrer au monde entier que vous êtes quand même conforme à votre choix initial. Et finalement, c'est cette seconde option, et les sondages d'opinion le prouvent sur la scène palestinienne, c'est cette seconde option qui a été mise en avant par les Palestiniens. Donc les Palestiniens sont aujourd'hui dans une posture ou dans une phase dans laquelle, certes, les choses se divisent ou les choses semblent pouvoir être partagées à 50-50, même si forcément le Fatah ou le Hamas, je ne sais pas lequel des deux d'ailleurs, a forcément l'ascendant, puisque les choses ne sont pas tranchées moitié pour moitié. Mais quoi qu'il en soit, je dirais
que donc dans les orientations, on voit bien que cette stratégie de blocus ou cette stratégie d'embargo finalement vis-à-vis de la société palestinienne qui a échoué. Parce que si elle avait réussi, on aurait eu un appel de la part des Palestiniens à une consécration du Fatah, ce qui n'a pas été le cas. Donc je crois que malheureusement, je doute que l'on tire les leçons de cette situation-là, et je doute qu'à l'avenir, les pays, les bailleurs de fonds en l'occurrence, qui sont majoritairement, ou qui sont pour une bonne partie d'entre eux occidentaux, en viennent à une situation dans laquelle ils essayent de faire primer le pragmatisme sur leur propre volonté. Mais quoi qu'il en soit, même si on ne retire pas les leçons de ces évolutions-là, je crois qu'il faut demeurer conscient de ce que les pays occidentaux, très particulièrement et de manière générale, ont plutôt intérêt à mettre, je dirais, à mettre leur projection d'avenir de côté et à faire en sorte qu'ils affichent leur compréhension des logiques inhérentes tant à la société palestinienne qu'aux sociétés moyen-orientales de manière générale. Parce que sinon, l'aboutissement de leur politique, ça va être la consécration plus avant des formations radicales. Et en l'occurrence, on a le Hamas aujourd'hui, mais si les Palestiniens continuent à être poussés à bout, rien n'empêche une partie d'entre eux de vouloir aller, je dirais, plus à droite sur l'échiquier palestinien ou de manière plus extrême sur l'échiquier palestinien, sous-entendu de vouloir consacrer le djihad islamique, par exemple, plutôt que le Hamas. Alors, ce qu'il est intéressant de constater aujourd'hui, c'est que finalement le Hamas et le Fatah sont dans un processus d'ouverture diplomatique et de composition les uns avec les autres, mais je dirais que la contrepartie de cette situation-là, c'est le fait que les uns comme les autres sont ou répondent à un agenda qui dépasse le seul cadre frontalier palestinien, voire israélo-palestinien. Donc en l'occurrence, quand on regarde la manière par laquelle Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne et le représentant principal du Fatah, quand on voit donc la manière par laquelle il essaye de composer avec le Hamas, on voit bien qu'il répond pour beaucoup ou qu'il dépend pour beaucoup d'injonctions à l'origine étrangère, et en l'occurrence qu'il dépend pour beaucoup de la validation ou non par l'administration américaine de ses propres pas. Alors, je dirais que le paradoxe d'ailleurs pour Mahmoud Abbas lui-même, c'est que lui-même semble parfois en posture difficile ou semble se désoler de la manière par laquelle les États-Unis lui intiment ou sinon lui conseillent d'agir dans un sens ou un autre. Le dernier des exemples intervenus il y a quelques heures, c'est tout simplement le fait que Condoleezza Rice ait dit à Mahmoud Abbas que la question de la colonisation n'était pas si importante que cela pour devoir poser un problème quant à la tenue de ces mêmes négociations. Sous-entendu, c'est un problème pour vous, certes, nous le comprenons, mais ça ne doit pas être un motif de blocage, alors que l'on sait que sur le terrain, c'est effectivement le motif de blocage principal. Donc je dirais que tant que les uns et les autres donc, continuent à faire dépendre leurs orientations d'un agenda à l'origine étrangère, on voit mal comment est-ce que la conciliation pourra aboutir de manière prometteuse. Dans le même temps, le passé, et notamment le passé récent, a prouvé que certains accords ont pu tenir au moins au début de la donne, ou au moins dans un premier temps. Donc, une fois encore, je dirais que si l'on s'inscrit sur une perspective de moyen, long terme, on voit mal, aujourd'hui en tout cas, comment est-ce que Hamas et Fatah vont réussir à marcher main dans la main. Seules de nouvelles élections pourraient clarifier la donne, bien entendu, mais je dirais que le Fatah, très particulièrement, n'est pas prêt à courir de nouvelles élections législatives qui pourraient montrer une faiblesse supplémentaire, une faiblesse supplémentaire si l'on prend en compte les aspirations de la population palestinienne. Donc je dirais que grosso modo, si l'on s'en tient à l'agenda politique tel qu'il prévaut, les prochaines échéances ce seront janvier 2009, donc avec cette consécration d'un nouveau président. Dans le même temps, est-ce que le Hamas va lui-même présenter un candidat ou non? Pour l'instant, la donne reste floue. Quand bien même il le ferait, on n'est pas sûr que les Palestiniens le consacrent, bien entendu, mais je dirais que donc sur le plan des orientations de manière générale, les seules échéances vont dépendre des réponses que l'on aura dans les jours qui viennent par rapport à une éventuelle conciliation effective entre le Fatah et le Hamas.